je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Vernet et je suis à l'origine donc des collections que vous allez découvrir tout à l'heure. Et les collections à partir desquelles le conseil scientifique a pu, comme on dit, choisir, faire son choix pour suivre le parcours que nous avions décidé, le parcours scientifique. Alors effectivement, moi je vais vous parler un peu de la présence de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne dans les collections du musée, à partir d'une petite sélection d'objets, de documents, de photographies, de pièces d'uniforme et d'armement, simplement ceci pour expliquer mon cheminement et mes interrogations, le tout nourri par une naturelle curiosité. Alors cela représente 50 années de recherche. Je précise que plutôt que de percevoir en moi un collectionneur, un terme qui ne me convient pas, je préfère dire que j'ai été pendant presque 50 ans un collecteur. Avant tout, dès le début, dès mon premier objet, j'ai eu conscience qu'il fallait que cela aboutisse à un musée. Donc c'est un long cheminement. Chaque objet devait m'aider à comprendre, devait m'aider à répondre à certaines interrogations, ou au contraire m'interroger. Peut-être me faire peur, peut-être me faire sourire, peut-être me faire pleurer, peut-être me rassurer. Et c'est un peu ce que l'on essaye d'expliquer à travers les musées. Alors, pour en venir au sujet, celui des 450 000 combattants indigènes réellement engagés sur le champ de bataille, je rappelle que 250 000 étaient nord-africains, 200 000 étaient noirs, et les chiffres étant légèrement variables, on considère que 37 000 maghrébins et 31 000 subsahariens sont mentionnés morts pour la France. Alors, cette mémoire du temps des colonies d'avant-guerre, j'ai pris comme exemple des cartes postales qui sont envoyées par des soldats des troupes coloniales, donc des Blancs, qui sont en Afrique, là au Maroc, pour dire à leurs petits camarades ou à leur famille, venez vous regarder ce qui se passe chez nous. Ça date de 1897, la carte postale. Et à côté, il y a un arc et des flèches, car dans le musée, nous avons un petit espace sur les colonies. Alors là, à travers le jeu, le jouet, la société, il y a une petite panoplie de tirailleurs algériens. Aujourd'hui, c'est Batman, de mon temps, c'était Zorro. Des petits soldats de plomb. Donc, ce sont les combats de Madagascar. Mais nous en avons aussi sur l'Indochine, nous en avons aussi sur l'Afrique du Nord. Ensuite, on va arriver sur la guerre. Ce sont des dessins, des originaux, des estampes, des gravures de l'entrée en guerre à 1918. Nous en avons quand même, je pense, ça dépasse la centaine. Donc là, nous avons un superbe dessin original des troupes marocaines devant Meaux au mois de septembre 1914. Ils viennent d'arriver, ils viennent de débarquer. On sait qu'ils sont arrivés à Bordeaux le 15 août, le 14 août. Et là, ils vont subir à 3 km d'ici ce qu'on appelle l'hécatombe, puisque environ entre 800 et 1200 vont disparaître en 2 heures pendant les combats de Villeroy. Donc je rappelle à ce moment qu'à 2 km du bois du Télégraphe, où ces tirailleurs tombent, il y a la tombe de Charles Péguy, car lui-même est tombé à cet endroit le même jour à la même heure. Et cette tombe est toujours visible dans les champs, là à 3 km d'ici. Alors je rappelle aussi que si vous allez dans les cimetières autour de Meaux, vous ne verrez aucune tombe de ces tirailleurs. Car en 1914, ici, c'était une station de pompage des eaux pour la ville de Paris. Donc ces tirailleurs, qui n'avaient pas de plaque d'identité, ont été brûlés. Mais les Allemands ont fait la même chose avec leurs morts, pour qu'on ne sache pas qu'on ne connaisse pas le nombre de victimes. Donc il y a eu beaucoup de bûchers funéraires autour de Meaux, jusqu'à Château-Thierry à peu près, où l'un et l'autre ont brûlé les corps. Alors, voici d'autres gravures. Alors, c'est des petites sélections simplement pour montrer l'étendue. Tiens, elle n'est pas très nette. L'étendue de ce que l'on peut montrer. Là, ce sont des affiches. Il y en a aussi un nombre important. Sur les grandes quêtes nationales, il y a eu une quête en 1917 importante sur l'armée d'Afrique, tout simplement pour amener un peu de bien-être à ces hommes. L'argent récolté devait servir à ça. De la carte postale,
Alors là encore, nous en avons plusieurs centaines, et énormément sur la période de août, septembre, octobre 14, de ces troupes indigènes, des spahis marocains et des premiers tirailleurs sénégalais qui arrivent en France et qui combattent ce qu'on appelle à la course à la mer. Alors il y a beaucoup d'imagerie aussi sur cette armée d'Afrique ou cette armée nord-africaine. Et là, nous avons un certain nombre d'archives, et là j'en ai choisi une simplement, c'est le programme officiel du 14 juillet 1913, c'est la remise du drapeau aux troupes sénégalaises. Alors voici les tirages argentiques. Sur les 15 000 tirages à peu près que nous avons, une centaine seulement concernent le sujet. Il y en a une cinquantaine sur les tirailleurs d'Afrique du Nord, une trentaine sur les tirailleurs sénégalais et une dizaine sur les tirailleurs marocains. Mais ce sont des photos qui sont peu connues en fin de compte. Donc ce sont des originaux. Et là, il y a des plaques en verre, pareil. Là, on en a presque 10 000 au musée. Et il y en a un certain nombre, enfin même un nombre important, sur ces troupes. Alors ces images, dans le musée, les gens peuvent les voir en relief. Il y a un petit espace où les gens prennent une paire de lunettes et choisissent les thèmes. Alors voilà des objets de l'artisanat aussi, des troupes indigènes. Là vous avez en haut un service à thé qui a été fait par un soldat, certainement d'ailleurs à Salonique. Vous avez une main de Fatima, ou de Kamsa, hein. Et puis là en bas vous avez une gamelle particulière, elle a une forme particulière pour être distincte des troupes métropolitaines. Car les troupes métropolitaines, leur nourriture, avant tout ce qui servait de graisse, c'était du saindoux, c'était du porc, et pour éviter qu'il y ait un contact avec la nourriture indigène, ils ont une gamelle spéciale, ils ne se trompent pas. Ils n'iront pas manger dans la gamelle du métropolitain parce qu'il y a eu du saindoux dedans. Donc je rappelle que puisque il va y avoir un couscous à midi, que ça va être une grande découverte pour tous ces soldats, c'est de découvrir les autres régions. Je veux dire, le breton va découvrir la choucroute, l'homme du sud va découvrir les galettes, et tous les métropolitains vont découvrir le couscous. Alors voilà, c'est un autre objet, une pipe. Alors un artisanat indigène, ce sont des poignards qu'ils font eux-mêmes. Un bâton, une canne, très utile dans la boue. Hein. Voilà des équipements spécifiques des troupes indigènes. Là, vous avez une selle de spahi avec son ensemble de têtes. Alors, ça, c'est une paire de témag, la botte et le soulier. Ça s'appelle un sabaté. Il y a une sacoche et une koumia. Alors, la koumia m'a été offerte par Sa Majesté le roi Hassan II au cours d'une exposition que j'avais organisée à Rabat. Alors, un ceinturon des troupes coloniales, une plaque marocaine, une ceinture de troupes indigènes, un coucou de tirailleurs sénégalais. Tout cela pour vous montrer un peu le panel de ce que j'ai pu trouver pour un jour parler de l'Empire. Alors pareil, là vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pour une grosse caisse du 1er régiment de tirailleurs algériens. C'est la flamme qui est sur la grosse tête. Vous avez la musette du 1er régiment de tirailleurs, elle est bleue, alors que les autres musettes sont cachou, et un bidon de 2 litres, car les troupes en Afrique ont un bidon de 2 litres, alors que les troupes métropolitaines ont un bidon d'1 litre. Alors, voici des coiffures. Donc ça, c'est le moutard qui arrive à partir de 1916 en réalité. Donc l'un pour les troupes noires avec l'encre et la grenade, et là pour les troupes
nord-africaine, donc c'est un croissant. Normalement, il y a les mêmes en bleu horizon. Donc là, vous avez des chéchias, chéchias de chasseurs d'Afrique, chéchias de tirailleurs, une coiffure de tirailleurs marocains de 1914, et là, les premières coiffures en bleu horizon, et effectivement, ensuite, elles vont être en moutarde. Donc le moutarde arrive en 1916 pour différencier les troupes indigènes des troupes métropolitaines. Là, vous avez là-bas une tenue de tirailleur malgache avant la guerre, une tenue de tirailleur sénégalais en 1915, enfin un paletot d'ailleurs, et là vous avez un paletot de tirailleur sénégalais en 1916. De la décoration, alors, de la médaille campagne du Maroc, Madagascar, et puis les décorations que les tirailleurs vont avoir pendant la guerre, donc la Légion d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre, et à la fin de la guerre, pour tous ceux qui sont venus, la croix du combattant. Alors là, une médaille qui date de 1920, mais j'ai voulu la mettre parce que on utilise ces troupes noires pour occuper l'Allemagne à partir de 1919. Et ça, c'est une médaille vengeresse que les Allemands ont frappée pour dire aux femmes allemandes ne vous laissez pas tenter par les Noirs. Vous voyez, c'est un sexe, la femme allemande est accrochée à ce sexe, et c'est une médaille qui a fait beaucoup parler d'elle lorsqu'elle a été frappée. Les Allemands nous ont beaucoup reproché d'utiliser les troupes noires pour cette occupation. Alors là, dans cette mémoire qui est ancrée dans le présent, en fin de compte, là j'ai voulu mettre une stèle, donc pour les troupes musulmanes, et là j'ai voulu mettre cet artisanat qui m'a été offert, qui vient de Côte d'Ivoire, c'est une statue qui fait 1m20 de haut, parce que pour montrer que cette mémoire est encore très vivante en Afrique, du tirailleur. Voilà. Et puis maintenant, je voudrais m'attarder quelques instants sur une initiative en cours de réalisation dans le département de la Gironde, un hommage aux tirailleurs sénégalais morts au camp militaire du Cournot près d'Arcachon. Ah oui, pardon, j'ai oublié de parler des ressources. Alors voilà, il y a des ressources bibliographiques, pareil, qui appartiennent aux collections. Il y a des écrits de circonstances, il y a des publications officielles. Alors des fois, ce sont des ouvrages qui font 600, 700, 800 pages, ou 20 volumes. Et là, voilà, cette initiative, une mémoire ranimée. Alors il y a 100 ans, un camp d'hivernage était ouvert sur la commune de La Teste pour acclimater les tirailleurs africains venant du Mali, du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Bénin, du Niger, de la Mauritanie et de Madagascar. Et ce sont environ 70 000 tirailleurs qui ont transité en avril 1916 et septembre 1917 dans les 400 baraquements provisoires de ce camp. Mais le camp est édifié sur une zone marécageuse, donc très insalubre pour les Africains. Environ 1 millier de tirailleurs sénégalais vont y perdre la vie. Le camp est rasé en 1928 et les dépouilles des tirailleurs sont regroupées dans une fosse commune. En 1965, les anciens combattants locaux érigent une stèle aux 940 frères d'armes morts pour la France, mais si l'oubli était ravivé, l'anonymat persistait. Et depuis une dizaine d'années, les historiens locaux, les services des archives et le ministère des anciens combattants ont effectué un minutieux travail d'identification et aujourd'hui, 958 noms ont déjà été retrouvés. Depuis 2014, le site est labellisé, centenaire. Les noms répertoriés ont été inscrits sur la base de la stèle et un monument définitif est en projet. Il doit, comme l'avait souligné M. Kader Arif, le ministre délégué aux anciens combattants, ce monument devra faire retrouver leur identité et leur dignité à ce millier d'hommes perdus dans le repli de notre histoire. Mais comme un objet ne vaut qu'après avoir été remis dans son époque, son contexte, son environnement et son utilisation, j'espère que vous aurez plaisir à découvrir le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux et ses collections. Je vous remercie. Jean-Pierre. Voilà. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez tout à l'heure. Incroyable. Alors,
Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir présenté un petit échantillon de la collection, parce que Jean-Pierre Vernet est très modeste. Il ne vous a pas dit, en fait, effectivement, comme disait Pierre Vermeuren tout à l'heure, c'est la collection de Jean-Pierre qui est vraiment à l'origine du musée, c'est la matrice du musée. Sans cette collection, il n'y aurait pas de musée ici à Meaux, puisque c'est 50 000 objets et documents que nous avons acquis auprès de Jean-Pierre Vernet en 2005. Donc là, vous n'avez vu qu'une toute petite partie de cette collection, mais ça vous donne une idée de la diversité des recherches et de la manière dont Jean-Pierre a voulu construire cette œuvre de manière généraliste pour qu'il n'y ait pas de trou dans cette collection, pas d'oubli, et qu'il s'intéresse à tous les sujets.